Le sujet de cette semaine, Parshat Shemot, ça va être de comprendre un problème qui intéresse beaucoup les commentateurs. Comment se fait-il que la tribu de Lévi n'était pas assujettie? On a annoncé à Akadosh Baruch Hu, au Brit Ben Abtarim, a annoncé à Avram Avinu que Yadoa Teda Kigeri Azaracha, ta descendance sera étrangère dans un pays qui n'est pas le leur, on les asservira, on les tourmentera et ensuite ils sortiront avec de grandes richesses. Et comment se fait-il qu'a priori cette annonce pour la descendance d'Avram Avinu ne va pas s'appliquer à la tribu de Moshe? Pourquoi je dis ça? Parce que Rashi, dans notre paracha, dans le Perek Pasuk Dalet, de quoi s'agit-il? À quel moment on se trouve, on se situe? C'est quand Moshe Rabbeinu va annoncer aux Bnei Israël que ils vont être libérés. Vayomer Alem Melech Mitzrayim, il annonce ça à Paro, et le roi d'Égypte leur dit à Aaron, Lama Moshe va Aaron tafriu et ta'am mimaasav. Pourquoi Moshe et Aaron venez-vous perturber le peuple de son travail? Le chou sivlotechem, retournez à vos charges. Oui. Alors, Rashi de commenter Tafriu et ta'am mimaasav, vous dérangez le peuple de ses activités. Tavdilu tachriku otam mimlartam, vous êtes en train de les éloigner, de les écarter de leurs travaux. Sheshomim lachem ou surim la noir minamlacha, car quand ils vous écoutent avec vos projets complètement utopiques et fous de sortir pour servir Hachem, eh ben ça les perturbe dans le travail, ils pensent à cela, ils travaillent plus sérieusement, ils s'imaginent que ça y est, c'est arrivé. Le chou le sivlotechem, un peu plus tard le même Rashi, le chou le mlartechem, retournez à vos occupations, sheyesh lachem laasot bevatechem, que vous avez à faire chez vous à la maison. Retournez à vos occupations domestiques. Aval melechet shibud mitzrayim lo haïta shifto sheli. Mais le travail de l'asservissement à l'Égypte ne pesait pas sur la tribu de Lévi. Tedalecha, preuve en est, sache qu'il en est ainsi. Share Moshe et Aaron yotzim ubaim shelo birshut, parce qu'on voit Moshe et Aaron qui déambulent là, qui rentrent, qui sortent, qui viennent chez Paro, ils vont chez les uns, ils vont chez les autres. Aucune obligation de servitude. D'accord? Donc, ce qui n'était pas assujetti. Le Midrash Tanchuma, sur Vaera Vav, dit Shivto shel Levi haya panui haya mi avodat parer, la tribu de Lévi était panouille, libérée de ce travail, de ce labeur écrasant. D'accord? Bon. C'est quand même un petit peu étonnant que, au fur et à mesure que les Égyptiens endurcissaient leur pouvoir sur Israël, en même temps, ils devaient aussi exiger de Lévi qu'il ne se balade pas dans le peuple, dans le pays, en faisant ce qu'il voulait. Ouais. Donc c'est très, très étonnant. Et c'est ce qui nous occupe. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Bien. Donc, voilà. Alors, pour passer à ça, on va parler d'un sujet qui en vérité est
liées, c'est que une question posée par le Ramban est reprise par le Parashat Drachim. Je me suis beaucoup inspiré pour ce cours que j'ai fait hier au Serge. Je me suis beaucoup inspiré de Parashat Drachim. Parashat Drachim, c'est écrit par un Rav Yehuda Rosanes, né à Constantinople en 1657. C'était un chacham très chachouv qui a écrit un commentaire très connu sur le Rambam, Mishneh Lamelech, et ces œuvres ont été en vérité rédigées par un élève à lui qui s'appelle, que vous connaissez sans doute, Me'am Loez. Hein? Rav Yaakov Kouli, je crois, il s'appelle, qui était son élève et qui, à partir de certaines notes qui ont été prises par un membre de la famille de Rav Yehuda Rosanes, a rédigé notamment le Parashat Drachim. D'accord? Bien. Vous connaissez, non, le Me'am Loez? Vous avez déjà entendu? Bon. Alors, il a beaucoup parlé de ce sujet et il a abordé, entre autres, la question du Ramban. Le Ramban s'étonne qu'une tribu qui sont les fidèles d'Akadosh Baruch Hu, les chassidim, hein, d'Hachem, qui soient tellement peu nombreux. Normalement, on s'attendrait à ce que les proches d'Hachem aient une bracha particulière. Et donc, entre autres, qu'ils soient puissants, qu'ils aient une puissance, qu'ils occupent beaucoup de place parmi les tribus. Or, ce n'est pas du tout le cas. Je ne sais pas si vous connaissez la tribu la moins nombreuse d'Israël. Vous savez laquelle c'est? Sans doute non. Hein? Oui, ça c'est sûr, mais oui, tu as raison. Mais qui est l'avant-dernière alors, si tu veux? C'est Menaché. Menaché était à 32 200 hommes de 20 à 60 ans. D'accord? Alors que la tribu de Lévi, alors ça c'est le Ramban, il se trouve dans Bamidbar, dans le livre de Bamidbar où on fait le recensement au début du travail de l'Égypte, de la servitude d'Égypte. On a fait le recensement, ou non, c'est pas vrai, c'est au début quand ils sont engagés dans le désert pour servir Hachem, pour travailler dans le Beth Amikdash, où on a mis la place de chacune des tribus, c'est le début du Sefer Bamidbar, le livre des recensements. Alors, on décrit là-bas le nombre de chacune des tribus. Et la tribu de Lévi, non seulement elle est un peu particulière parce qu'elle est très peu nombreuse, même par rapport à Menaché, qui est la moins nombreuse des autres tribus, mais ils sont comptés aussi différemment des autres. Comment cela? Est-ce que vous savez? Quelqu'un sait? La tribu de Lévi est comptée à partir de l'âge de 1 mois. 1 mois. Pourquoi à partir de l'âge de 1 mois si déjà on pourrait commencer au berceau? Mais on considère que pendant 1 mois, après la naissance d'un bébé, qu'on ne sait pas encore bien s'il est viable ou pas. C'est pour ça que quand il faut faire le rachat du premier-né, ça se fera seulement une fois qu'il aura terminé 1 mois. Comme ça, on sait qu'il est viable. Il est considéré comme viable. Sinon, on peut dire c'est un enfant, un mort en sursis, si vous voulez, n'est-ce pas? Et que tant qu'il n'a pas encore passé la naissance, et cette difficulté, cette épreuve de la naissance, elle se déroule pendant 1 mois. Tant qu'il n'a pas dépassé 1 mois, on ne le rachète pas parce qu'on ne sait pas encore qu'il est viable. Donc, les Lévi'im sont comptés à partir de 1 mois. Alors que les autres sont comptés, qu'est-ce que je vous ai dit? Entre 20 et 60 ans. D'accord? Alors, c'est une différence, à part le petit nombre des Lévi'im, qui est étonnant.
Mais en vérité, les Levim devaient être plus nombreux que les autres, puisqu'ils comptent à partir de l'âge d'un mois. Et ils sont à combien, les Levim? À 22 000. Exactement, 22 000. Et si on regarde, si vous voulez, dans le détail, il y a un deuxième recensement sur les Levim, c'est quand ils sont en mesure de travailler. Alors chez les Levim, ce n'est pas de 20 à 60 ans, mais c'est de 30 à 50 ans. Ils sont normalement enrôlés pour la avoda du Mishkan et du Beth Amikdash entre l'âge de 30 à 50 ans. Et de 30 à 50 ans, il y en avait 8580. Alors vous voyez comme c'est des nombres qui sont, comme dit le Ramban, moins que la moitié de ce qui se passe dans une tribu normale. Vous voyez? Ils sont 22 000 si on les compte dès le berceau, après un mois. Alors que les autres, ils sont déjà 32 200, hein, au moins. Et si tu regardes encore ceux qui sont de 20 à 60 ans, on ne sait pas combien il y en a, mais de 30 à 50 ans, c'est ridicule comme nombre. 8580, c'est ridicule. Ok? Bien. Le Ramban pose donc la question, comment se fait-il que les élus d'Hachem sont si peu nombreux? Le parashat Drachim, celui que je vous ai cité, cite le Ramban, même dans les propres mots du Ramban, la même question, comment les chassidés Hachem, les serviteurs d'Hachem sont tellement peu nombreux, apparemment, qu'ils n'ont pas une bracha, alors qu'on attendrait que c'est eux qui aient le maximum de bracha, n'est-ce pas? Il les cite dans les mots, et il vient bien après le Ramban, hein, puisque le Ramban il est mort en 1270. Et celui dont je vous parle, ce grand rave d'Istanbul, en 1657 il est né. D'accord? Bien. 4 siècles plus tard, quoi. Au moins. Alors, une première réponse proposée dans le Parashat Drachim, c'est celle des commentateurs qui s'inspirent du Midrash, le Midrash Rabbah Bamidbar, sur Parashat Bamidbar, puisque la mise en place du camp, là où on va parler aussi de Levim, c'est dans les chapitres 3 et 4 du Sefer Bamidbar. Ce que je vous ai cité au départ, c'est la question qui est dans notre parasha Shmot, n'est-ce pas? Bon, que les Levim n'étaient pas asservis, mais le recensement des Levim, ça se passe dans le Sefer Bamidbar, et on en parle dans le Midrash, par exemple dans le Midrash de Perek, le premier Midrash Bamidbar Rabbah, et un autre que je vais vous citer, qui est dans le Perek Dalet, me semble-t-il, non, le Perek Gimel, le Midrash Yud Aleph. Très important, ce Midrash que je vais vous citer, Perek Gimel, le Midrash Yud Aleph. Il parle d'une notion que pourquoi on voit que la tribu de Lévi n'est pas abondante. Il a l'expression chez Aaron Haya Mechale Bahem, parce que le Aaron, le fait de s'occuper du Beth Amikdash, Mechale Bahem, il les achevait, il les décimait. Ça veut dire il faisait des grandes pertes dans la tribu de Lévi. Étant donné que Lévi s'occupait de près du transport des instruments du Beth Amikdash, alors le fait de s'occuper de cela, Hachem est extrêmement exigeant avec les gens. Pourquoi le peuple juif est-il beaucoup plus persécuté que les nations? Parce qu'ils sont proches d'Hachem. Hein? Et c'est parce que je vous ai connu, dit Hachem, que j'existe des comptes de vous. Les goïms, ils sont moins intéressants pour Hachem. C'est des baéolam. C'est aussi des créatures. Ils ont aussi leur rôle, ils ont aussi leur importance. Ils comptent également, mais beaucoup moins que les Bnei Israël. Donc dans cette mesure-là, les goïms, on les laisse faire tout leur
fautes, leur avérote, mais pour Israël, Hachem, puisque Raketrem Yadati, c'est seulement vous que j'ai connu de près, dit Hachem, auquel je me suis intéressé parmi toute la naissance, Alken et Frod Alechem, Alkol Pasherem. Et c'est pour ça que je vous demanderai des comptes pour toutes vos fautes. Hein? Alors, donc, le Aaron va faire des ravages énormes. Alors, pourrait envisager, très pratique, de penser que la tribu de Lévi n'est pas nombreuse parce que justement, il porte la Aaron. Vous y êtes? En vérité, cette réponse, elle est bidon. Elle vaut rien. Pourquoi? Parce que ils sont à 22 000 avant de commencer la Avoda. À quel moment est-ce qu'on les a recensés? On a dit qu'ils étaient 22 000 et 8 580 entre l'âge de 30 et 50 ans. C'est au début du Sefer Bamidbar, 3 et 4e chapitre, ouais, Prakim. Et donc là-dedans, à ce moment-là, ils vont seulement entamer leur travail. Vous comprenez? Ils vont seulement entamer leur travail. Et s'ils entament seulement leur travail, on va dire, pourquoi au début de leur travail, ils devraient être une puissante tribu parmi Israël? Yehuda, qui était le roi, eh bien, il avait 74 000 hommes, hein, et plus, dans les 2 décomptes qu'on a fait. Les Levim, ils sont à 22 000 quand ils commencent, ils sont au bout des 40 ans de désert, ils seront à 23 000. Mais c'est des petites... Au bout du désert, qui sont à 23 000, peut-être, c'est dû au fait que le Aaron et Mechalebahem, ils causent des ravages parmi eux, peut-être. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Mais au début, qu'ils soient à 22 000, la question est entière, mais puis ils n'ont pas encore commencé à travailler. On devrait avoir 2 tribus essentielles en Israël, le pouvoir séculier, ça veut dire dans la réalité, la gestion du monde, c'est le roi, c'est Yehuda, et le deuxième, c'est la gestion spirituelle. Il devrait être quelque chose... Alors, ils sont les moins importants, c'est assez étonnant. D'accord? Cependant, ce Midrash m'intéresse parce que je trouve qu'il apporte des éléments très intéressants dans la résolution du problème. Alors, c'est le Midrash dans Bamidbar Rabbah, tiens, pourquoi la page a disparu? Bon, alors, c'est Perek Gimel, Midrash Yud Aleph. Et le Midrash lui-même s'interroge sur une curiosité. Le Gershon, Mishpachat, Halivni, etc. On est en train de donner le détail des différentes composantes des Levim. Vous savez, vous connaissez les 3 branches des Levim? Les enfants de Lévi s'appelaient... Pardon, j'entends rien. Gershon, Kehat et Merari. Très bien. Gershon, Kehat ou Merari sont les 3 branches des Levim. Les Kohanim, c'est une famille à l'intérieur des Levim. À Kohanim Alvim, oui. C'est une famille à l'intérieur. D'accord? Bien. Alors là-dessus, il se demande Lama tzarich larzor mishpechotem valo kvar amurim le ma'ala. Lama tzarich ratuv le kar. Pourquoi, alors qu'on a déjà parlé là en haut des Levim, on remet une deuxième couche là-dessus? Alors je vais vous le dire peut-être pour que ça aille un peu plus vite, que le passouk qui dit la chose suivante, il dit parce que on voit que quand on passe les tribus en revue, la tribu des Kohanim, enfin la famille des Kohanim, combien Aaron avait d'enfants? Combien? Pardon, j'entends rien. Combien? 4. Nadav, Avihu, Elazar et Itamar. Et sur les 4, il y en a 2 qui ont disparu, les 2 premiers, Nadav, Avihu. C'est-à-dire
que parce qu'ils sont proches d'Hachem, Hachem est tellement exigeant qu'il a été vraiment, la moitié a disparu des Kohanim, d'accord? Alors les Lévim, c'est vrai qu'ils sont moins proches d'Akadosh Baruch Hu, mais on pourrait se dire que les Lévim aussi, a priori, doivent avoir perdu énormément d'hommes, n'est-ce pas? Bon, et alors qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait Gershon, Kehat ou Merari avaient en tout 8 enfants. 2 chez Gershon, 4 chez Kehat et 2 chez Merari. Il y a 8 enfants. Et bien les 8 enfants, ils sont tous restés. Ils sont tous restés avec une descendance. Alors, et plus que cela. Et donc c'est pour ça qu'on veut, par rapport aux Kohanim, que leur proximité d'Hachem, elle a fait des ravages terribles. Les Lévim qui sont moins proches, c'est le deuxième cercle, oui, mais quand même, ils sont incroyables, ils sont restés intacts. Et là-dessus, dit le Midrash, Hachem, dans son amour pour les Lévim, a dit combien ils sont au départ, combien ils sont entre 30 et 50 ans, quelle est leur place dans le Mishkan, qu'est-ce qu'ils sont en train de transporter, qui sont les chefs de ces tribus. Ils s'intéressent particulièrement aux Lévim. Parmi tous les Bnei Israël, on ne voit pas tous ces détails. Et, d'accord, les Lévim, Hachem, il a une affection particulière pour eux. Et il y a quelque chose de curieux. Continue le Midrash, je saute des parties. Lama piresh hakatuv b'mispar b'nei Kehat shomre mishmeret hakodesh. Ma shelo nemar lo b'mispar b'nei Gershon velo mispar b'nei Merari. Pourquoi, à propos de Kehat, quand on va décrire la famille de Kehat, pourquoi là-bas on dit Shomre Mishmeret HaKodesh, eux qui étaient chargés de la protection du Kodesh? Vous savez que chacune de ces branches de Lévi avait un travail. Merari, il avait le travail lourd, le travail des planches, le travail des poutres, les choses qui sont les plus lourdes. Gershon a un travail plus intérieur, c'est les rideaux, les tentures, ouais, le cordage. Et Kehat a le travail de porter, de transporter les kélim du Beth Amikdash. D'accord? Et on a seulement signifié Shomre Mishmeret HaKodesh, ceux qui étaient chargés de protéger le Beth Amikdash, on l'a seulement dit à propos de Kehat. Ce qu'on n'a pas dit à propos de Gershon et de Merari. Et là-dessus, il nous dit, c'est parce que Kehat, ils perdaient des hommes. Ils perdaient beaucoup d'hommes dans le service. Pas au début, mais par la suite. Que Aaron haya mechale bahem, cette expression que je vous ai déjà citée, est dit plus spécifiquement sur Kehat. Certainement sur les Lévim, qui sont des proches d'Hachem, mais plus particulièrement, on souligne que Kehat, il avait une charge de prendre les kélim, de porter sur son dos les kélim du Beth Amikdash, et donc sur ses épaules. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'il exposait à... Et en dépit de cela, il se précipitait pour faire ce travail. Kehat avait une motivation de servir Hachem tellement fort qu'en dépit de toutes les pertes qu'ils pouvaient avoir, ils se précipitaient pour cela. Et, dit le Midrash, et c'est la raison pour laquelle je traduirai ça après un peu différemment, on les compte dès le berceau, ça veut dire dès après un mois. Dès qu'ils sont viables, ça y est, on les compte. Ouais? Bon. Et d'ailleurs, on voit par exemple que Shmuel Hanavi, qui était de Kehat, de Korach, mais c'est la famille de Kehat, chez les Lévim, lui aussi, on a dit, sa mère a dit, il servira Hachem toute sa vie. Il ne servit pas Hachem au berceau. Mais, étant donné qu'il est de cette famille de Kehat qui brûlait de servir Hachem, ceux-là, on les compte dès le berceau. D'accord? Bien. Vous y êtes? On va, bien que ça ne réponde pas du tout
à la question pourquoi les Lévim, au départ, sont nombreux. Et même si on dit que, par exemple, dans la tribu de Kehat, enfin dans la branche de Kehat, il y a moins de gens entre l'âge de 30 et 50 ans, alors qu'au départ, ils sont les plus nombreux, ils sont 8600 sur les 22 000 Lévim, et ils sont 8600, et au résultat, ils sont 2750, je sais pas quoi. Oui, mais c'est pas à cause du Aaron, puisqu'ils n'ont pas encore commencé. Quand on les a recensés, quand on les a comptés, on les a dénombrés, ils n'étaient pas encore en activité, donc c'est pas l'Aaron qui faisait ça. Ça ne répond pas à cette question, mais on garde à l'esprit cette histoire. D'accord ? Bien. Donc on revient. Qu'est-ce qu'on peut répondre à cette question ? Comment se fait-il qu'il y a un si petit nombre de... Voilà. Alors, le Ramban, lui qui a posé la question, donc c'est Ramban, Perek Gimel, et sur le Pasuk Yud-Dalet Tetvav, et il dit qu'en vérité, le fait qu'ils ne soient pas nombreux, c'est Ani Choshev chez Chizouk le Maj Amrou Rabbeinu, que ça confirme ce que les Chachamim disent, qu'ils n'étaient pas asservis. C'est notre question de départ, n'est-ce pas ? Comment se fait-il que Moshe et Aaron, le parole leur dit, allez, retournez chez vous à la maison, fichez la paix aux Juifs. Donc ça veut dire comme s'ils sont libres de leur mouvement. Comment ça se fait ? Mais on était dans la servitude d'Égypte, quand même. Ouais. Alors lui il dit, pourquoi ? Veine Israël. Asher Mareru Amitzrim et Trayem Babodakasha. Or les Hébreux, les autres tribus, que les Égyptiens leur rendaient la vie amère par un travail terrible, que dès le Mahatam, afin de les diminuer. Pourquoi les diminuer ? Parce que ils voulaient les écœurer. Ils voulaient les écœurer de vivre, parce qu'ils voyaient qu'ils se multipliaient tellement qu'ils voulaient leur enlever le goût du pain, n'est-ce pas, comme on dit en français, ça veut dire, ils voulaient les dégoûter de la vie pour qu'ils arrêtent de faire des enfants. Comme maintenant, par exemple, à notre époque, les gens, ils n'ont plus d'enfants. Pourquoi ? Mais pourquoi on va avoir des enfants ? Pourquoi ? Pour en faire quoi ? Ouais. Et les Égyptiens voulaient obtenir cela. Mais qu'est-ce qu'Hachem disait ? Et plus il les écrasait, plus ils se multipliaient et plus ils débordaient. Ça veut dire qu'Hachem il dit, vous croyez que vous aurez le dernier mot ? Que votre décret à vous arrivera à en enlever le nombre ? Mais regardez le passouk très intéressant. Comme ils les opprimeront, Ken Yirbe, Veken Ifrotz, au futur, plus vous voulez les écraser, plus ils vont se multiplier. Comme si c'est un décret d'Hachem, Nired var miyakum. On va voir qui est-ce qui aura le dernier mot, dit Hachem. Vous voulez les écraser, les dégoûter de la vie, qu'ils aient plus d'enfants. Plus vous les écrasez, plus ils seront nombreux. Ou bien, c'est marqué aussi qu'ils ont décrété de jeter les enfants dans le Nil. Oui, va y rêvam. Et le peuple, il se multipliera. Comme si c'est une réponse. Vous voulez les écraser. Vous voulez qu'ils n'aient pas d'enfants. Mais plus on essaie d'écraser les Juifs, plus ils se révoltent contre ça. Est-ce que ça vient des Juifs eux-mêmes ? Probablement aussi. Ou d'Akadosh Baruch Hu qui dit, on va voir qui est-ce qui aura le dernier mot. Comme les Lévim n'étaient pas asservis, alors les Égyptiens n'ont pas de raison de s'attaquer à eux. Et c'est pour ça qu'ils n'étaient pas nombreux. Pourquoi ils n'étaient pas très nombreux ? Parce qu'en vérité, ils n'étaient pas asservis. Donc il n'y a pas, plus vous leur faites du mal, plus ils vont devenir nombreux. Mais comme les Lévim, ils n'étaient pas asservis, c'est pour ça, dit le Ramban, qu'ils n'étaient pas nombreux. Ça va dans le sens de ce que Rashi nous disait, les Lévim, ça prouve que les Lévim n'étaient pas asservis. Leur faible nombre prouvait ça, n'est-ce pas ? Le Ramban, il dit, il y a une autre réponse possible, c'est Mika Sazaken, parce que Yaakov, quand il a béni dans Parshat Vaïchi, il a béni ses enfants, il était très fâché, spécialement sur ces deux tribus, Shimon et Lévi,
qui avait massacré la ville de Shrem, qui avait fait que les goïms ils s'unissent contre les juifs et ils détestaient les juifs. Ouais. Et et Yaakov était extrêmement fâché de cela. Et c'est peut-être, comme il a dit, je ne m'identifie pas à vous, je maudis votre colère. Il les a pas maudits eux, mais il avait très lourd sur le cœur. Et c'est pour ça que les Lévim, ils sont pas nombreux. Et ce qui va aussi dans le sens du Ramban, vous me direz, mais vous savez que Shimon était avec eux. Et Shimon, c'est la troisième plus nombreuse tribu d'Israël. 59 300. Très abondant. Mais, à la fin des 40 ans, il n'y en avait plus que 22 200. Tiens, 22 000. 22 200. Ou 22 300. Il n'y a plus rien. Ça veut dire le même nombre que les Lévim. Donc le Ramban, il dit, si on ne croit pas, si on n'accepte pas mon explication, que c'est parce que ils devenaient nombreux que les Égyptiens les opprimaient. Or, ils n'ont pas de raison d'opprimer les Lévim qui ne deviennent pas plus nombreux. Et comme ils ne les oppriment pas, alors Hachem ne va pas dire on va vous montrer un petit peu ce qu'on va vous montrer. Vous comprenez un peu le truc? Ouais. Bon, si on ne prend pas ça comme explication, hein, on a une autre explication de dire que c'est la malédiction, un peu le ressentiment, la colère que Yaakov il avait contre Shimon et Lévi. D'accord? Bien. Ça c'est Moreinu Rabbeinu le Ramban. Il y a le Rabbi Tzrak Abrabanel, très grand commentateur de l'exil d'Espagne, 1492. C'était le meneur des Juifs à l'époque. Lui, il propose pourquoi ils ne sont pas nombreux. Il donne une explication très intéressante. Il dit parce que comme les Lévim, ils doivent être nourris par les autres tribus, avec le maaser, avec ce qu'on leur donnait comme prélèvement, mais ils n'avaient pas de terre, ils n'avaient pas de vraie fonction. Leur fonction, c'est d'aider les Kohanim, de seconder les Kohanim dans le Beth Amikdash. Et comme ils sont à charge des autres tribus, hein, alors Hachem ne voulait pas que leur charge soit excessive, donc ils sont beaucoup moins nombreux que les autres. Comme ça leur permet de vivre avec ce que le reste des tribus leur offraient. D'accord? Très intéressant comme ça. Bien. Il y a d'autres pshatim, il y a d'autres explications. Oui. Pourquoi? Qui a répété? Moi. Le Abrabanel disait que pourquoi les Lévim n'étaient pas nombreux, c'est pas à cause de la raison du Ramban, parce que Hachem voulait qu'Hachérianou, au futur, plus ils les opprimeront pour les dégoûter, pour qu'ils ne soient pas nombreux, plus ils deviendront nombreux. Tu veux jeter les enfants dans l'île, le peuple se multipliera. Vous voyez? Bon, ça, il ne prenait pas ce pshat-là, ni celui que c'est dû à la colère de Yaakov contre Shimon et Lévi, mais parce qu'étant donné que Lévi est à charge des Bnei Israël, ça veut dire les Bnei Israël nourrissaient les Lévim avec le produit de récolte, avec la dîme, le maaser rishon, oui. Donc, c'est pour ça qu'ils n'ont pas été tellement nombreux, parce que s'ils avaient été trop nombreux, ça aurait été une charge trop lourde, ils n'auraient pas eu de quoi manger avec ce que les autres tribus leur donnaient à manger. Marche? Bien. D'autres explications ont été données. Dans le Parashat Drachim, il dit la chose suivante, que en vérité, il y a quelque chose de très curieux, à propos de la sortie d'Égypte. Ça s'est passé au bout de combien d'années? Au bout de combien d'années d'esclavage ils sont sortis d'Égypte? Au bout de combien d'années d'Égypte ils sont sortis? 210 ans. 210 ans. Qu'est-ce qui était prévu? 400 ans. Yadoa teda ki ger yazarcha beretz olahem vavadu vainuosom arba meot shana. 400 ans. Ils sortent au bout de 210 ans. Comment ça se fait? Mais Hachem, il a décrété 400 ans. Alors, il y a le Parashat Drachim va répondre de deux façons, qui sont proches d'ailleurs. Un, c'est que l'asservissement
que les Égyptiens ont fait sur les Hébreux était beaucoup plus dur que ce qui est prévu au départ. Abraham Avinu, on lui a annoncé qui guerre Yezaracha, ils seront étrangers, le malaise d'être des étrangers, d'être rejetés par la société. Hein? Vavadoum, on les fera travailler, Veinu Otam, on les fera souffrir. Mais jeter les enfants dans le Nil, ou prendre les enfants pour compléter les constructions, ou des horreurs pareilles, ce qu'eux ils faisaient aux Hébreux, était beaucoup plus dur que ce qui était prévu. Donc, en beaucoup moins d'années, ils sont arrivés en 210 ans à avoir la charge de 400 ans normaux. Si les Égyptiens avaient respecté le contrat, ça aurait duré 400 ans. Mais comme Vaïmarou et Trayem et le Gaon de Vilna, toujours exceptionnel, il dit la chose suivante. Vaïmarou et Trayem, vous savez qu'il y a des te'amim, ça veut dire des sons, pour des airs pour chanter la Torah. Ouais. Bon, dans les différentes communautés, les Yéménites, les Sfaradim, les Ashkenazim, beaucoup de communautés ont leur propre interprétation des airs, mais ils ont les mêmes Sifrei Torah, les mêmes Chumashim, au moins dans le Sefer Torah, c'est pas imprimé, quelles sont la façon de chanter les choses, de vocaliser ce qui se passe. D'accord? Pas vocaliser, mais chanter. Alors, Vaïmarou et Trayem, ils ont rendu amère leur vie, Bavoda Kashab, Romer, Bilbenim, par un travail épuisant, éreintant, dans la matière, dans les briques, dans l'argile, etc., etc. Vaïmarou et Trayem, le signe, c'est un Kadmav Azla. Les signes ont des noms, et le nom, comme par hasard, il n'y a jamais de hasard, s'appelle Kadma Azla. Bon, en Ashkenaz. Ça chante comme ça, peu importe. Je ne sais pas le faire en Sfarad, je suis très bien la paracha en Sfarad, parce que j'y ai droit toutes les semaines, mais bon, c'est le truc d'enfance. Bon, alors, le signe s'appelle Kadma Vazda. Traduction, Kadma, Kodem, anticiper, Vazla, et partir. Extraordinaire. Gaon de Vilna, comme il a remarqué ce truc-là, que Vaïmarou et Trayem, ils leur ont rendu la vie amère. Le signe pour le chanter, c'est et qu'ils sont partis avant terme. Kadma Vazla. Ils ont précédé, ils sont partis. C'est un truc incroyable. Alors donc lui, il explique, le Gaon, que même dans les signes pour chanter la Torah, ça a du sens que pour quelle raison ils sont partis plus tôt que les 400 ans, à cause de l'amertume de leur vie, parce qu'ils ont rendu leur vie trop amère. Une autre explication du Parashat Drachim, c'est que pour que les Bnei Israël restent encore vivants, parce que s'ils étaient restés plus que 210 ans, ils étaient là au bord de l'assimilation, ça aurait été la limite. Oui. Alors qu'est-ce qu'Hachem il a fait? Il a multiplié les Hébreux pour qu'il y en ait beaucoup plus qui travaillent que ceux qui auraient dû y avoir. Normalement, les 400 ans de servitude n'auraient pas dû être faits par 600 000 hommes. Il ne devait y en avoir que 200 ou 300 000. Mais Hachem, il les a multipliés pour obtenir le total de la servitude des 400 ans, et en faisant que c'était 600 000. 600 000 qui travaillent, c'est 2 fois plus que 300 000 qui travaillent. Donc au bout de 210 ans, ils avaient fait leurs 400 ans, qui était le contrat avec Hachem. Vous comprenez? Bien. On revient. Mais on est dérangé. Moi, je suis un peu dérangé avec ces explications. Il y en a peut-être encore d'autres, sûrement. Mais je suis un peu dérangé que je ne comprends quand même pas pourquoi est-ce que les Leviim ne sont pas asservis. Alors on te dit, oui, on te donne des raisons, parce qu'il fallait être nombreux, et comme les Leviim n'étaient pas assujettis, donc il n'y a pas de raison de les multiplier. Les autres qui devaient atteindre la quantité de 400 ans d'esclavage, ceux qui étaient asservis, ceux-là, Hachem, il les a multipliés, pour qu'ils soient plus nombreux à réaliser les 400 ans. La quantité de travail de 400 ans. Mais les Leviim, comme ils n'étaient pas assujettis, on n'a pas de raison. Donc il restait à un nombre qui était faible. Maintenant, la vérité. Je ne suis pas tellement satisfait de tout ça. Pourquoi?
Parce que finalement, quand les Égyptiens ont asservi les Hébreux, alors pourquoi ils n'ont pas asservi les Lévim? D'accord, toi ce que tu dis, c'est puisque les Lévim ne sont pas asservis. Shivto chez Lévi ayapanouim avodat parer, comme dit le Tanhuma, et Rashi va dans le même sens. C'est une tribu qui n'a pas été assujettie au travail dur. Oui, d'accord, mais comment ça se fait? L'explication, elle n'est pas donnée. Nous, on a juste les conséquences. Nous, on s'est attaqué au problème Ramban, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que la tribu de Lévi n'était pas plus nombreuse? Alors, on a donné plusieurs explications. Mais on n'a pas, avec ça, expliqué qu'ils n'étaient pas asservis. Alors, il y en a qui disent que la raison, elle est parce que les Égyptiens, étant donné qu'ils voyaient que la tribu de Lévi n'était pas, elle ne se multipliait pas d'une façon anormale, c'était tout à fait normal ce qui se passe chez eux, oui, ou à peine anormal, oui. Donc, ça ne les intéressait pas. Comment ça a commencé, l'asservissement, au début du Sefer Breshit? Hine am beni Israël ravatsu mimenu. Vaya ki tikreno milchama venosav gamu al sonenu vinilchabanu vala min haaretz. Hava nitrak malo pen yirbe, etc. Regarde, voici le peuple des Bnei Israël. Il devient tellement nombreux, plus puissant que nous. Alors il faut s'ingénier contre lui, trouver des moyens, de peur qu'il continue à se multiplier, et soit ils partent, et alors on perd toute la main-d'œuvre gratuite, ouais, soit ils nous fichent dehors, ouais, quoi qu'il en soit, on ne peut pas prendre le risque de les laisser devenir nombreux. Et comme les Lévim n'avaient rien d'exceptionnel, alors les Égyptiens, ils ne prenaient pas ombrage du nombre des Lévim. Comme ça, il y en a qui répondent. D'accord? Bon, peut-être. Sur toutes ces réponses, je pense qu'il y a des choses à dire, mais bon. Alors moi, je pense, en vérité, qu'il faut prendre le problème autrement. Il faut prendre le problème autrement. Avec, à partir de ce midrash que je vous rapportais. Qu'est-ce que ça veut dire que les Lévim, on les compte à partir du berceau, dès la naissance? Qu'est-ce que ça veut dire à partir de la naissance? Ça veut dire à partir d'un mois, puisque c'est à partir d'un mois, on considère qu'on peut faire le pidyon aben, que l'enfant est viable. On peut le compter à partir de là. D'accord? Donc, on compte depuis le berceau. Oui. Comment, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chez eux, on les considère autrement que les autres tribus. Les Bnei Israël, on les compte, qu'est-ce qu'on a dit, à quel âge? Entre 20 et 60 ans. 20 et 60 ans, c'est la période de travail. Oui, la retraite à 60 ans. Alors, là, entre 20 et 60 ans, on les considère qu'ils sont au travail. Vous comprenez? On les considère qu'ils sont au travail. Les autres tribus, ça veut dire les 11 ou 12, si Yosef fait 2 tribus, d'Israël, sont considérés, leur rôle, c'est le travail. Et ils comptent en tant que travailleurs. Et ils servent Hachem à travers leur investissement de créer une société qui est juste, un Ben Adam le Chavero, il y a aussi du Ben Adam le Makom, mais ce n'est pas directement au service d'Hachem, c'est leur boulot. Yisraël à l'Admatam, que Yisraël sur leur terre vont servir Hachem. Mais les Lévim, si on les compte dès le berceau, je dis que c'est chez eux, ce n'est pas le travail qui est l'essentiel. C'est que eux, ce qu'il y a chez eux, c'est une grandeur, qu'ils ont une soif de servir Hachem. Le Vim, le Shiram ou le Zimram, eux, comment est-ce qu'ils vont servir Hachem? À travers leur chant et l'éloge d'Akadosh Baruch qu'ils font. C'est-à-dire quoi? C'est autre chose qui est essentiel chez le Lévim. C'est le Lévim qui compte. C'est l'amour d'Hachem, c'est le cœur, c'est l'enthousiasme, c'est les chants, la glorification d'Hachem. Les Lévim, ils sont extraordinaires. Tu leur donnes un travail qui est très risqué, parce qu'approcher du Beth Amikdash ou du Mishkan, Aaron Aïmechale Bahem. Je ne dis pas c'est l'explication pourquoi ils n'étaient pas nombreux. Je ne rentre pas là-dedans. Mais le fait qu'effectivement, c'est un travail qui les décime, qui les ravage. Et avec tout ça, dit le Midrash, ils voulaient servir Hachem, ils se lançaient là-dedans, et comme si c'est des dispositions qu'ils ont de servir Hachem. Et c'est ça, leur servir Hachem. C'est pour ça qu'ils comptent depuis le berceau. Vous comprenez? Parce que chez eux,
je dirais, c'est pas le travail, le gouffre, le physique qui compte, mais c'est le mental, c'est l'enthousiasme, c'est l'affect. Oui, et ça, c'est un homme qui porte ça en lui. Les dispositions naturelles des Levim de servir Hachem et pas vouloir servir Paro, ces dispositions naturelles, ça fait que c'est avec ça qu'ils servent Hachem et c'est pour ça qu'on les compte depuis la naissance. C'est vrai qu'en pratique, dans le Mishkan, ils travaillent de 30 à 50 ans pour les travaux physiques, d'ouvrir les portes, de porter des choses et tout ça, c'est vrai. Mais eux-mêmes, ils sont au compte de leur disposition naturelle avant qu'ils aient l'âge de faire certaines choses en pratique dans le cadre du Kodesh. Hein? Shomrei Mishmeret HaKodesh. Dans ce cadre-là, ils ont, ce qui est important, c'est eux, c'est, je dirais, comme ça, que dans le Klal Israël, il y a différents niveaux. À Israël, à l'Adbatam, on décrit comme ça dans les Tfilotes, qu'Israël ont pris pour qu'Israël puisse servir Hachem dans leur quotidien, dans leur travail. Il y a une façon de s'investir dans le monde du travail pour servir Hachem, pour se rapprocher, dans le concret. Oui, bien. Ça, c'est le gouffre. Mais les Levim, leur chant, c'est le Ruach. Et les Kohanim, je pense, c'est l'Anshama. Vous savez que, par exemple, Aaron, quand on fait les dénombrements, on ponctue sur Aaron pour dire « Einomina minyan ». Il comptait pas, il n'était pas dans les calculs. Ça veut dire qu'il a une dimension qu'on ne peut même pas matérialiser. Vous voyez, comme s'il y a 3 étages. À Kohanim, Bavodatam, eux qui faisaient la avoda direct, de faire les korbanot, oui, eux, c'est l'anshama du clan d'Israël. Les Levim, c'est le rouach du clan d'Israël. C'est le sentiment qui les portait vers Hachem. Et Israël, c'est leur activité. C'est pour ça qu'ils sont comptés autrement, ou pas comptés pour les Kohanim. Est-ce que vous suivez l'histoire? Donc, moi ce que je prétends, c'est que les Lévi'im ne sont pas soumis, parce que ça, c'est pas soumettable. Ça veut dire que c'est pas quelque chose, le fait de l'enthousiasme, c'est une dimension du clan d'Israël qui fait que ça, c'est pas un service. Ce qui est testé, c'est les hommes, c'est les gens qui sont sur le terrain comme les goïms et qui se comporteraient comme des juifs ou comme des goïms. Même plus, je dirais, il y a quelque chose de très étonnant. Les goïms, qu'est-ce qu'ils ressentent comme... Quand est-ce qu'ils supportent pas les juifs? Pas quand les juifs sont des hilernes. On peut les mépriser, mais c'est pas ça qui intéresse les goïms. Ce qui les intéresse, c'est quand les juifs ils leur font concurrence, ils font de l'ombrage. Comme c'est marqué, ou Bnei Israël parou vaïshrut, etc. Vayakom melech chadash al Mitzrayim asher lo yadait Yosef. Ils étaient en train de se multiplier de ce truc et machin, et vatimale haaretz otam. Et la terre a été remplie d'eux. Le Midrash, il demande quoi? C'était des Chinois. Qu'est-ce que ça veut dire la terre était remplie? Il y avait 1 milliard de juifs? Non. C'est que vatimale haaretz otam, on les voyait partout. On les voyait au cirque, on les voyait au cinéma, enfin, on les voyait sur le devant de la scène. Ça veut dire que les juifs, ils se multipliaient tellement, et ils n'avaient plus rien qui les retenait. Après la disparition de Yosef, ça devient des goïs, des juifs goïs. Et ça veut dire des juifs qui prétendaient qu'il faut réussir et avoir le prix Nobel, et il faut faire comme les goïms, mais mieux que les goïms, et apporter à la société. Ils arrêtaient des juifs. Et les goïms, quand ils voient ça, ils disent, mais il y a un nouveau roi qui vient et qui ne connaît pas Yosef. C'était peut-être le même, mais il reconnaissait dans cela, il ne reconnaît pas Yosef. Il dit, mais ils ont perdu leur âme, ceux-là. Et c'est ça qu'ils attaquaient. La dimension, je dis, pourquoi est-ce que le Lévim n'était pas attaqué? Ils n'étaient pas attaqués parce que pour les goïms, ça ne représente pas, c'est pas leur monde, c'est pas ça qui chez les juifs les dérange. Que les juifs, ça soit des froums, et qu'ils soient religieux, de façon là. Qu'est-ce que j'en affiche, hein? Qu'est-ce que je l'affiche? Non, je n'ai pas dit un autre mot que fiche. Alors, qu'est-ce que j'en ai à faire? Hein? J'en ai rien à fiche. Pourquoi? Parce que... ils sont les hommes en noir, les barbus, les trucs. Ce fait, l'attaquer les religieux, c'est quelque chose d'incroyable. C'est un problème des juifs. C'est les juifs assimilés qui ne peuvent pas supporter qu'il y a des juifs qui sont engagés.
les guerres internes des Juifs, c'est entre religieux et pas religieux. Est-ce que les religieux respectent les autres, essaient de les rapprocher? Est-ce que les non-religieux admettent qu'il y a des gens plus engagés? C'est ça les tensions. Mais chez les goïms, c'est pas ça. C'est pas ça le problème. Donc, je dirais, pourquoi est-ce que la tribu de Lévi n'est pas attaquée? Parce qu'on sent chez eux qu'ils vivent autre chose qui ne fait pas d'ombre aux goïms. Et moi, je dis, c'est juste, les goïms se plantent complètement avec ça. Parce que s'il y a quelque chose qui est dangereux contre les goïms, c'est justement les religieux. C'est la proximité d'Hachem qui fait... C'est la proximité d'Hachem qui fait qu'ils sont dangereux et qu'ils rabaissent la façon qui crée une critique, ça crée une critique contre la façon dont les goïms ils s'expriment. Mais les goïms, c'est pas ça qu'ils voient. Eux, ils voient les juifs qui sont sur le terrain, les juifs qui essayent de réussir et tout. Ces juifs-là, pour eux, c'est de la concurrence. Et il dit, mais pourquoi les juifs qui fichent la paix, qu'est-ce qu'ils ont à faire, ceux-là? C'est pas leur rôle. Vous comprenez? Et donc, le chidouche, un grand chidouche que j'ai fait dans cette paracha, pourquoi les Juifs pourquoi les Lévim ne sont pas asservis? Parce que les Lévim traduisent, correspondent à la dimension d'Akadosh Baruch Hu, à une dimension de servir Hachem qui n'est pas quelque chose qui est soumis. C'est pas ça qui est testé par les goïms. Et plus que ça. Vous savez que dans Baalotra, on a, à un certain moment, on introduit les Bnei Israël qui se lancent. Vaïhi binso Aaron, vayomer Moshe kumo Hashem yafutzo evecha v'yinusou mizanecha penecha. Lorsque le Aaron partait, Moshe disait, lève-toi Hashem, et que tes ennemis te dispersent, et que ceux qui te haïssent s'enfuient de devant toi. Uvenu choyomar, et au moment où le camp s'arrêtait, campait, Yomar, Shuvu Hashem rivevot alfei Israël, Shirel. Il disait, lorsque ils atterrissaient, si vous voulez, reviens Hashem parmi les rivevot. Comment est-ce que c'est rivevot? Quelqu'un sait qu'est-ce que c'est rivo? Hein? Pas tout à fait. Oui, qu'est-ce que c'est myriade? On traduit ça par myriade, mais ça fait combien rivevot? C'est 10 000. Rivevot, c'est combien? C'est 2. Quand on ne te dit pas combien, ça veut dire là, ce qu'on vise, c'est le premier pluriel qui existe, donc ça fait combien rivevot? Pardon? Fort? 20 000. Alphé, combien que ça fait alphé? 1000. Elef, c'est 1000. Alphé? Hein? 2000. Rivevot alphé, ça fait combien? 22 000. Tiens donc. Ah, 22 000. Oh. Mais les Lévim, ils étaient à combien? À 22 000. Et le texte, il dit là-bas, Ein shrina shrouya bepachot me esrim veshtaim elef. La présence divine, elle se sent à partir de 22 000. Ah, je dis, tu crois quand même que c'est pas par hasard que le Lévim, ils étaient précisément 22 000. C'est trop beau pour être le hasard. C'est parce que les Lévim, c'est eux qui incarnent la présence d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est pour ça qu'ils sont à 22 000. Entre parenthèses, que 22 c'est quoi? À quoi ça correspond ce nombre 22? C'est les lettres de l'alphabet, ça veut dire la base de tout. Les 22 lettres, ouais. Alors, la base de tout, c'est les Lévim. Donc les Lévim, ils ne sont pas assujettis, parce que les Lévim, ils sont porteurs d'une dimension qui n'a rien à faire avec le monde des Goïm. C'est un truc typiquement judéo-juif. Donc les Lévim, eux, pourquoi ils n'étaient pas asservis? Parce que c'est pas avec ça qu'on était en train de tester le clan Israël. Donc il y a une rencontre extraordinaire, si vous voulez, qui a l'air d'être du hasard et qui n'a rien à faire avec le hasard, que du point de vue d'Akadosh Baruch Hu, il ne fallait pas que la tribu de Lévi elle soit assujettie. Et du point de vue des Goïm,
Eh ben, ils réalisaient ça pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de raison d'assujettir Israël. Un, parce qu'ils ne sont pas jaloux, ils n'ont pas peur d'eux. Ils ne représentent rien d'eux. Hein? Donc on disait, puisqu'ils se multiplient d'une façon très normale, donc ils ne présentent pas de danger. Et je dirais même plus que cela, les Levim, les Goïm ne les voient pas comme quelque chose de... les Levim, ce n'est pas une dimension d'Israël qui parle au Goïm. Donc ce qu'Hachem il veut, que Lévi soit libre, ne soit pas assujetti, c'est parce que les Lévim ils traduisent la Shrina. Pourquoi ils ne sont pas nombreux? Je dis c'est pas pour ne pas être nombreux, mais c'est parce qu'ils traduisent la présence de la Shrina qui est 22 000. Vous comprenez? Et pourquoi 22 000? Parce que c'est certainement la traduction de toute la réalité des 22 lettres de l'alphabet. Hein, ça c'est déjà un peu de la métaphysique ou de la mystique ou je ne sais trop quoi. Oui, je ne m'occupe pas de ces choses-là. Mais vous voyez que, donc, ici, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une conjonction, une imbrication, une interférence entre le fait que les Levim sont la traduction du roi des Bnei Israël et pas du gouffre des Bnei Israël, oui, et cette dimension-là, ces dimensions de servir Hachem, n'a pas de raison d'être assujettie par l'Égypte, oui, et de la part d'Hachem, et que l'histoire, effectivement, c'est ça ce que ça fait, que les Égyptiens, pour une raison ou pour une autre, ils ne voyaient pas de raison d'être inquiétés ou de se soucier de cette dimension des Levim. Oui. Je vais remarquer également que Rashi déclare que lorsque on fait le décompte des Levim dès la naissance, dès l'origine, la Mudot Shevet Liot Menuyim Mi Beten, que on compte ces tribus dès qu'ils sortent mi Safek Nephilim, c'est-à-dire que dans les 30 jours, on n'est pas encore sûr que l'enfant est viable, et donc on compte depuis le début, à quoi rajoute Rabbi Shimon ben Rabbi Shalom, qu'on a l'habitude de compter ces tribus, c'est pas la première fois que ces tribus est comptée dès leur naissance, comme on voit même avant cela pour Yocheved, qui est porteuse aussi de la dimension de Aaron, qui n'est même pas dans le décompte, que elle a constitué la 70e individualité qui constituait le début du clan des 70 qui sont descendus en Égypte. Et c'était Yocheved, alors que le compte prévoyait 70, il n'y en avait que 69. Et en vérité, Yocheved a été compté alors que sa mère était enceinte d'elle. Donc, on voit bien que chez Cohen-Lévi, ce décompte s'effectue déjà d'après le potentiel de cette tribu. Par ailleurs, on peut remarquer que, à propos de la naissance de Lévi, donc dans Parashat Vayetse, que dans le Perek Kaftet, le Pasuk Lam Dalet, Vatar od vatelet ben vatomer ata hapam yilave ishi elai, qui a latilo shloshavanim alken karashemo Lévi, elle tomba à nouveau enceinte et mit au monde un garçon et dit à présent mon mari va m'accompagner car je lui ai mis toute ma part au monde, c'est-à-dire les 3 enfants sur 12 qui devaient naître. Alken Karashomo Lévi, c'est pourquoi il a appelé son nom Lévi. Donc, et ici, Rashi remarque 2 choses. Bon, il s'agit de quoi? C'est Léa qui se sent délaissée au profit de Rachel, et donc qui a coup sur coup 3 enfants. Le 3e, comme elle a fait sa part du travail d'avoir au moins 3 sur les 12 tribus qui étaient prévues de venir au monde, mon mari maintenant va m'accompagner, Lévi accompagné. Et elle s'attendait à ce que Yaakov, à ce moment-là, délaisse un peu l'amour qu'il avait pour Rachel en sa faveur à elle, Léa. Et Rashi remarque 2 choses.
Alkein Kara Shemo Lévi. C'est pour ça il appela son nom Lévi. Dans toutes les autres tribus, dans les 11 autres tribus, va Tikra Shemo. C'est toujours les mères qui donnaient le nom à l'enfant. Va Yikra, Kara Shemo, c'est au masculin. Alors il s'agirait soit d'Yaakov, ou d'après Rashi, que ça pourrait être bien Akadosh Baruch Hu qui a donné ce nom accompagné, parce qu'il était accompagné aussi dans le futur destiné à être accompagné par 24 Matanot Kehuna. Mais, encore une chose que Rashi remarque, Alkein. Alkein, c'est pourquoi elle nomma son nom Lévi. Or, dit Rashi, Kol Mishene Marbo Alkein, Murba Beochlosin. Tout celui dont on introduit le nom Alkein, c'est pourquoi, et à une population nombreuse. C'était le cas de Yehuda et c'est le cas de Dan. Yehuda qui a 72, 74 000 âmes environ, et Dan qui en a 62 000, qui est la deuxième la plus nombreuse, et théoriquement, Lévi aurait dû avoir une population extrêmement importante, correspondante à celle de son partenaire Yehuda qui gérait le séculier, alors que lui, il représente le spirituel. Chutz mi Lévi. Chez Aaron ayamekale bahem, car le Aaron faisait des ravages parmi eux, et c'est pour ça que Lévi n'a jamais obtenu des chiffres qui auraient théoriquement dû être les siens. Encore une petite remarque, la paracha que les Sfaradim lisent dans notre section, dans Shemot, c'est le début de Yirmia. Vayid varachem elai, il est mort, beterem et tzorcha, babeten yedaticha, beterem teitse merechem ikdashicha, navila goy mesaticha. Alors, avant même que je ne t'ai formé dans le ventre, déjà je te connaissais, j'avais un lien avec toi, dit Hachem, avant que tu ne sortes de la matrice, déjà je t'avais sanctifié comme étant quelqu'un qui devait prophétiser, s'adresser aux nations. J'ai fait de toi quelqu'un qui devait s'exprimer envers les nations. Donc ça pourrait, une des raisons de la lecture de cet Haftarah pourrait en vérité être le choix de Lévi comme s'adressant au monde, comme exprimant la dimension religieuse d'Israël. Et voilà.